Ben c'est sûr qu'avec la pandémie, on a dû réduire un peu le nombre de magasins qu'on avait. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a certains marchés dans lesquels on était, notamment les centres-villes, qui ont été énormément affectés. On se retrouvait avec des magasins qui avaient des ratios de loyer sur vente qui faisaient plus de sens. On a dû prendre un pas de recul. Quand je dis un pas de recul, c'est qu'on a dû fermer certains magasins pour pouvoir mieux repartir après. Lily Fortin, tu es présidente de l'entreprise Tristan, une entreprise familiale canadienne de mode fondée en 1973 qui possède aujourd'hui 30 succursales et qui génère également une part significative de ses revenus grâce au e-commerce. Sous ta direction depuis 2017, l'entreprise a réussi à maintenir une production locale avec plus de 30 % de ses produits fabriqués au Canada et a également montré une forte capacité d'adaptation durant la pandémie. Lily Fortin, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Merci. Et Lily, pour être certain que tous les gens qui nous écoutent soient capables de bien situer Tristan et de bien comprendre qui vous êtes, malgré qu'à mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup de nos auditeurs qui ne connaissent pas votre entreprise, mais tout de même, est-ce que tu pourrais nous décrire qu'est-ce que vous faites au quotidien? Tristan, c'est un détaillant de mode pour hommes et femmes. Donc, on est dans le créneau, je dirais le créneau valeur. Donc, plus tenue d'affaires, mais ça peut être tenue de week-end aussi. En fait, nos clients, ce sont des clients des hommes et des femmes qui ont un souci de leur apparence. Donc, ils veulent un look raffiné, un look recherché, une élégance simple, mais toujours avec un petit souci du détail qui va faire une différence. On a on a 30 points de vente au Canada, principalement au Québec, et puis on a évidemment le créneau du web, le canal de distribution du web qui est important. Et j'imagine que ça doit bien s'intégrer, le web et les ventes en succursale. Est-ce que vous avez été capable d'une quelconque manière de voir des corrélations, de voir à quel point que les deux pouvaient bien travailler ensemble, ou vous le voyez vraiment comme des entités totalement distinctes qui travaillent davantage en silo? Non, pas du tout. C'est sûr que même avec la pandémie, c'est devenu même notre seul canal de distribution. Mais c'est intéressant de voir comment les gens sont retournés dans les magasins physiques après la pandémie. Je pense que surtout dans le créneau où on est, les gens ont besoin de voir, de toucher, d'essayer même, ou d'avoir le contact humain pour renforcer un peu leur choix. Alors, le trafic en magasin est quand même revenu de façon importante après la pandémie. Ceci dit, les clients ou les consommateurs, quand ils arrivent, sont beaucoup plus informés qu'ils l'étaient avant. Donc, ils ont vraiment fait un pré-magasinage en ligne. Je pense que je dis rien de nouveau, mais on le voit vraiment. Les clients sont informés, ils savent ce qu'ils veulent. Ils ont fait déjà une présélection. En fait, ils viennent valider leur choix. En magasin. Ben, c'est comme tu dis, effectivement, c'est des choses qu'on entend souvent, mais c'est intéressant également de se le refaire confirmer, de voir que c'est une tendance et que c'est également quelque chose qui s'installe avec un détaillant à la hauteur de Tristan. Et d'ailleurs, parlons-en un petit peu de cette belle histoire. Donc, 1973, comme je l'ai mentionné, entreprise familiale qui a été capable de passer à travers les décennies. Toi, tu es dans l'organisation depuis un bon bout de temps. Comment tout ça a débuté un petit peu au meilleur de tes souvenirs, les discussions familiales? Comment qu'on amenait ça à l'intérieur de la famille? Oui, ben l'histoire que j'entends, parce qu'en fait, Tristan est un peu comme le premier bébé de l'union de mon père et de ma mère. 1973. Mes parents me racontent évidemment leur tout début. Puis bon, c'est un peu drôle, mais mes parents se sont rencontrés dans un bar. Mon père jouait de la musique, ma mère travaillait dans les vestiaires. Et puis c'est avec leurs économies puis leur passion commune pour les affaires ou pour la mode en particulier qui ont décidé de se lancer ensemble en affaires. Mon père était le visionnaire ou le passionné du couple. Ma mère avait elle étudiait en haute couture, puis elle étudiait en haute couture, puis elle avait aussi une passion commune pour la mode. Alors, ils ont commencé ensemble dans cette aventure-là, un premier magasin, un magasin à la fois. Et puis aujourd'hui, les 5 membres de notre famille, mon père, ma mère, mon frère et ma sœur, on travaille ensemble. Wow. Oui. Est-ce que ça parlait beaucoup de business autour des soupers familiales? Un peu, beaucoup. Un peu beaucoup, hein? Oui. Oui, c'est sûr que bon, ayant 2 parents qui sont en train de bâtir une entreprise ensemble, c'est sûr que nos soupers de famille, on entendait parler de l'entreprise.
C'est pour ça que mon père dit souvent que j'ai 40 ans d'expérience. Parce que j'en ai entendu parler toute ma vie, c'est sûr. Oui, oui, oui. Puis j'allais beaucoup au bureau aussi. Donc, j'ai des photos là, où je suis dans une boîte, dans un tiroir. Avant même de marcher, là, j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps au bureau. Puis au meilleur de tes souvenirs, à quel point que ça t'a peut-être frappé? Est-ce que ça t'intéressait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'est arrivé sur le tard ou même très jeune, tu avais un certain intérêt, tu posais des questions un peu comment tout ça fonctionnait? Ce que mes parents me racontent, c'est que très jeunes, ils ont commencé à nous inviter ou à nous amener dans des rencontres d'affaires. Donc, les premières rencontres où on a commencé, où j'ai commencé à assister, ou même, je pense que mon frère et ma sœur aussi, je pense. Tu sais, je devais avoir 2-3 ans, fait que honnêtement, je m'en souviens pas, mais quand on me raconte cette histoire-là, donc une histoire que mon père me raconte, c'est qu'il nous amenait aux rencontres avec à la remise des états financiers où on regardait les états financiers où les comptables dans le bureau de comptable nous parlaient un peu là en fait parlaient à mes parents ou montraient et parlaient des résultats de l'année. Et puis nous on était là, on jouait des Legos, je sais pas, on était dans le coin, on jouait. Puis petit à petit, mon père disait qu'il commençait à entendre des questions de notre part. Alors, je posais une question comme, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire Baya? Qu'est-ce que ça veut dire Donc, je posais des questions sur un terme que j'avais entendu pendant la réunion. Alors, c'est comme ça que les discussions ou l'intérêt, ça suscite l'intérêt, la curiosité. Puis, que là, nos discussions au souper, en fait, les enfants ont commencé à être de plus en plus impliqués parce qu'on savait de quoi, ou on était curieux. On voulait en apprendre plus, ou on voulait comprendre de quoi nos parents parlaient. C'est drôle parce que je vis un peu la même chose avec mes enfants aujourd'hui. Il y a quelques semaines, ma petite fille de 4 ans, elle me pose une question au souper, puis elle me dit « Maman, c'est quoi un runner? » Là, je dis « Un runner? » Donc, sachant pas trop de quoi elle parlait, puis là, mon autre fille, elle dit « Ben, un runner, c'est quelqu'un qui court vite. » Puis là, j'ai réalisé qu'elle elle m'a probablement entendu parler un runner, dans le jargon de notre industrie, ça veut dire un style ou un modèle qui se vend super bien, qui se vend comme un petit pain chaud, qui se vend très rapidement. Alors là, je lui ai expliqué la nuance. Alors, je pense que les enfants réalisent, ils absorbent beaucoup plus qu'on pense quand ils sont exposés dans un contexte particulier. Alors, je pense que la curiosité se développe très, très jeune. Intéressant. Bon, parlant de commencer très jeune, tu as commencé très jeune dans l'organisation. Je faisais mes recherches, je pense que c'est en 2003 que tu as officiellement intégré Tristan. J'imagine que tu as toujours été pas tellement loin de l'entreprise. Au départ, ça ressemble à quoi un petit peu ton rôle dans l'entreprise et également à quoi ressemble ta relation professionnelle avec tes parents à ce moment-là? Est-ce que déjà on essaye de façonner la Lily pour qu'elle soit capable de comprendre c'est quoi la dynamique de peut-être ultimement gérer une entreprise? Comment ça se met en place, ce travail-là? Ben, je pense que mes parents n'ont jamais forcé la donne. Puis ça, je pense que ça a été important dans mon cheminement. Même au tout début, je parlais de faire une carrière dans le sport. Alors, j'ai jamais senti une réticence de mon père, même si probablement qu'au fond de lui, il aurait préféré que je choisisse les affaires. Mais j'ai pas senti cette pression-là. Au contraire, un soutien quand même pour faire mes propres choix. Alors ça, je pense que ça aide dans le développement quand on est plus jeune d'avoir le sentiment, même si c'est guidé, de faire nos propres choix. Moi, j'ai toujours aimé les défis. Alors, de défi en défi, je pense que mon trajet, c'est un peu défini par les défis qui se sont présentés. Donc, que ça soit un salon de coiffure pendant mes études qu'on avait dans notre magasin phare au centre-ville, apprendre la gestion, à gérer un salon de coiffure au tout début. C'est peut-être cocasse, mais c'est comme ça que j'ai commencé. En magasin, évidemment, dans différents rôles, au bureau, la division aux États-Unis après mes études. Donc, je pense que mon cheminement s'est fait un peu graduellement, assez naturellement, selon moi. Mais j'ai pas senti nécessairement de pression ou jamais de pression. J'ai pas senti que mon trajet était prédéterminé ou prétracé. Mais l'évolution s'est faite assez naturellement. Intéressant. Et oui, parlons-en, c'est ce que j'ai été capable de voir. Donc, tu étais en charge, directrice du marché américain
de 2003 à 2009. À quoi ça ressemblait ce rôle-là et quelles étaient essentiellement tes missions? En fait, dans le marché américain, c'est évidemment un environnement qui est très compétitif et un marché dans lequel on n'était pas connu du tout. Alors, la grosse différence, c'était ça, développer une marque dans un marché où on n'est pas du tout connu, c'est un défi qui est différent. Et puis, donc, je m'occupais en fait de la gestion des inventaires, de la gestion du personnel, explorer des opportunités de croissance aussi au même moment. On était assez... donc, il n'y avait pas énormément d'emplacements de magasins. Donc, ça m'a permis vraiment de comprendre tous les aspects de l'entreprise. Avec du recul, en fait, je me rends compte que c'est que ça m'a permis de toucher à différents aspects de l'entreprise sans être nécessairement dans un cadre vraiment prédéfini parce que c'était un nouveau marché. Alors, il fallait un peu définir nos propres balises. Donc, c'est une expérience qui m'a montré beaucoup, évidemment, qui m'a montré aussi qu'il fallait développer son approche, son leadership de façon assez créative, s'adapter. Encore une fois, naviguer dans l'incertitude, dans l'ambiguïté, parce que c'était un nouveau marché, il fallait apprendre les comportements des consommateurs. Veut pas, même au Canada, il y a des subtilités dans différents marchés, alors aux États-Unis, encore plus. Donc, flexibilité aussi, là, d'être flexible, faut que les gens comprennent que, en fait, les équipes, comment mobiliser une équipe quand le bureau chef est dans un autre pays. Donc, il y a vraiment eu un apprentissage du côté professionnel et du côté personnel. C'est quoi le plus gros clash de culture que tu as vécu en dirigeant et en étant un petit peu la meneuse de l'équipe américaine? À quel point ça pouvait être différent de ce que vous aviez au Canada? Bon, bien entendu, tu en étais quand même à tes premières expériences avec l'organisation, donc peut-être que tu n'avais pas le même pas de recul que tu aurais aujourd'hui, mais tout de même, est-ce qu'il y a quelque chose à ce moment-là qui t'a frappé? Je dirais, avec du recul, là, aujourd'hui, ce que je trouve qui était la plus grosse différence, c'est que moi, j'étais au Canada, donc dans une entreprise familiale. Puis, familiale, pour nous, c'est vraiment la grande famille de Tristan. Je veux dire, nos employés, même encore aujourd'hui, on a des employés qui célèbrent leurs 30 ans de service, 40 ans de service. Alors, c'est vraiment une grande famille, une famille élargie. Donc, il y a un sentiment d'appartenance qui est particulier, qui est exceptionnel, qui s'est bâti au fil des ans, ce qu'on ne retrouvait pas nécessairement aux États-Unis. Alors, moi, je suis arrivée dans un milieu où ça était à bâtir. Donc, la culture, la culture et surtout le sentiment d'appartenance. Les gens n'avaient pas nécessairement les repères que l'équipe avait ici, qu'il y avait au Canada. Juste la présence du bureau chef. Absolument. Donc, il fallait vraiment leur montrer qu'ils faisaient partie d'une équipe, qu'ils faisaient partie d'une famille qui n'était pas nécessairement quelque chose d'acquis comme au Canada. C'est ta première expérience un peu entrepreneuriale, on peut le dire ainsi. J'imagine que ça t'a appris beaucoup pour la suite, ça. Oui, absolument. Oui. Ah oui, parce que ça c'est tout un changement dans dans l'attitude même des employés quand le sentiment d'appartenance est à développer, ton niveau d'engagement est à développer. Alors oui, ça a été vraiment les grands défis au tout début. On te voit 6 ans diriger le marché américain. Par la suite, tu prends, on va dire, une pause qui est très normale. Je crois qu'il y a eu des changements un petit peu peut-être dans ta dynamique de formation. Hein? Tu es allé à Hong Kong, que j'ai été capable de voir. Donc, des petits changements dans ta vie également. Peut-être tu peux nous parler un petit peu de tout ça, cette période-là qui a été ton entre-deux, entre le moment que tu commences chez Tristan et que tu reviens. Oui, absolument. Mais en fait, en toute transparence, le moment où j'ai pris cette décision-là, c'est en fait au tout début de la crise financière. Donc, on se rappelle, il y avait des difficultés dans le marché, beaucoup d'incertitudes. Nos baux venaient à échéance. Alors, il fallait décider si on se relançait dans la grande aventure des États-Unis, dans le sens où on investit, on développe, on rénove les magasins, on signe des nouveaux baux, donc un engagement à long terme. J'ai, avec plusieurs discussions, notamment avec mon père ou avec d'autres personnes aussi qui avaient eu différentes formations,
j'ai pris la décision, ou on a pris, parce que c'est sûr que ça a été une discussion à deux sens, de prendre un pas de recul, puis de voir ce contexte-là comme une opportunité d'aller remplir mon coffre à outils. J'ai toujours eu un intérêt pour l'international. Alors, donc, une opportunité s'est présentée. J'ai décidé d'aller faire ma maîtrise aux États-Unis, ma maîtrise à l'INSEAD, qui c'est reconnu, mais plus ou moins connu comme école, gagne à être reconnue. J'ai fait 6 mois en France, 6 mois à Singapour. Puis après, j'ai décidé de rester à Hong Kong pour aller sur le marché du travail, parce qu'étant dans une entreprise familiale, je veux pas, il y a toujours un petit sentiment d'imposteur. Alors, je voulais m'assurer que je remplissais mon coffre d'outils, puis que je revenais en force pour pouvoir vraiment contribuer à l'entreprise. Et puis, en fait, juste aller, c'est ça, vraiment aller remplir mon coffre d'outils pour aller chercher une expérience autre que dans l'entreprise familiale, pour être capable de mieux servir l'entreprise familiale à mon retour. Donc, là, tu as vu la culture américaine, et là, tu vois la culture, on pourrait dire, dans le dans le sud-est de l'Asie. Comment tout ça se déroule? Est-ce que, encore une fois, il y a des clashs? Est-ce qu'il y a des changements? Est-ce qu'il y a des apprentissages que tu fais? Parce que ça peut quand même être intéressant pour les gens qui nous écoutent également, qui peuvent avoir des perspectives d'ouverture dans des marchés comme Singapour ou encore Hong Kong. C'est quoi là-bas, la culture du travail? À quoi tout ça ressemble? Je dirais, en fait, l'expérience que j'ai vécue à INSEAD ou à Hong Kong quand j'y étais, c'est que le rythme est extrêmement rapide. Le marché est dynamique, les entreprises doivent évoluer. Ils évoluent très, très rapidement. Ils doivent évoluer rapidement. Dans notre industrie, dans la mode, c'est un peu comme ça, comme dans plusieurs autres industries, j'imagine aussi. Mais le fait d'avoir vécu à ce rythme-là, dans une immersion totale, je dirais que ça m'a donné le cadre nécessaire pour réfléchir, mais aussi le désir d'agir, de prendre action. Donc, je dirais, je suis pas quelqu'un qui a une très grande réticence au changement. Au contraire, j'aime quand les choses bougent. J'aime le changement. Je carbure à ça. Puis, je suis pas nécessairement dépaysée facilement. Donc, mes expériences à l'étranger ont plus contribué à me faire voir que les frontières, c'est pas nécessairement des barrières ou des limites. Il y a juste l'élément distance. Mais sinon, c'est le monde. Le monde est rempli d'opportunités. Puis donc, une ouverture d'esprit puis une ouverture sur le monde, ce sont vraiment ça. Puis peut-être, je pourrais juste ajouter la richesse que la diversité des échanges dans un certain groupe peut avoir. Parce que à l'INSEAD ou à Hong Kong ou peu importe, il y a beaucoup, beaucoup de diversité. Mais ça apporte vraiment une richesse dans nos échanges qui nous fait voir les choses de façon différente. Absolument. Et là, tu reviens dans l'organisation, tu reviens par la suite en Amérique du Nord. Parle-nous un petit peu de ton retour chez Tristan à ce moment-là, parce que là, bien entendu, il y a eu quelques années avant que tu prennes la présidence en 2017. Donc, entre le moment que tu reviens, le moment que tu commences à être présidente, je serais curieux de t'entendre également sur cette relation-là avec tes parents. Et la raison pourquoi je te pose cette question-là, Lily, on a reçu beaucoup de repreneurs sur le podcast et à chaque fois, je trouve ça fascinant parce qu'on est capable de délivrer un peu la réalité d'une reprise familiale qui, en toute transparence avec les discussions que j'ai eues, a l'air d'être totalement différente d'une famille à l'autre. Des fois, c'est facile, c'est planifié 10 ans en avance, tout le monde sait les étapes qui vont suivre. Des fois, c'est plus complexe parce qu'il y en a un qui est en train de délaisser son bébé et qui n'est peut-être pas tellement prêt à délaisser son bébé. Donc, il y a certains hauts et bas qui se mettent en place. Vous, de votre côté, ça s'est mis comment en place? Oui. En fait, c'est quelque chose qui est en cours. Puis c'est quelque chose qui se fait de façon graduelle. Chez nous, je ne pense pas là, que le parcours était complètement défini il y a plusieurs années. Ceci dit, inconsciemment ou consciemment, il se prépare. C'est quelque chose qui se fait dans notre cas, en tout cas, c'est quelque chose qui se fait sur une période de temps qui est assez étalée dans le temps. Mon père est entrepreneur, alors un entrepreneur, ma mère aussi, je pense, c'est vraiment les deux dans mon cas. Un entrepreneur, on ne débranche pas ça du jour au lendemain. C'est des passionnés, c'est des gens qui sont très, très passionnés.
effectivement, même des fois, ça devient l'entreprise versus que ça a une entreprise, là, le être et le avoir. Mais de notre côté, je pense que mes parents se plaisent beaucoup dans une dynamique où les enfants se sont joints à l'entreprise. Il y a une confiance il y a une confiance, puis évidemment un respect de notre part aussi pour le travail qui a été fait. Donc, je pense que ça, mais c'est des côtés très positifs. Je dirais, je pense que comme dans tout, il y a des avantages, des inconvénients, mais le fait d'être tout le monde ensemble, puis d'avoir de se supporter un et l'autre, je pense que ça, c'est le plus gros avantage. On fait une petite pause sur l'épisode en cours parce que je veux vous poser une question. Est-ce que, comme moi, les tarifs américains vous font peur? Eh bien oui, les tarifs sont maintenant à nos portes et on doit se retrousser les manches. On doit trouver des façons d'aller générer de la croissance malgré les bâtons qu'on se fait mettre dans les roues. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux vous parler de Hello Darwin. Hello Darwin, c'est une organisation qui vous permet d'aller chercher toutes les subventions dont vous avez le droit. Et vous savez quoi? Des subventions concernant l'exportation, il y en a des tonnes au Canada. Il y en a une nouvelle Cannes Export qui revient sur le marché et l'équipe de Hello Darwin est capable de faire tout le travail administratif pour vous. Allez vous chercher l'argent, le mettre dans votre compte en banque et vous permettre de continuer à aller chercher cette croissance ou plutôt cette hyper-croissance. Et l'équipe de Hello Darwin est un partenaire depuis très longtemps maintenant du podcast. Et la raison pour laquelle on les aime autant, c'est qu'ils sont capables de vous trouver l'argent qui va être capable de vous permettre de débloquer la prochaine étape, la prochaine croissance, la prochaine expansion de votre organisation. Allez les voir au go.hellodarwin.com/hypercroissance et obtenez 10% de rabais en travaillant avec eux. Donc, je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'Hello Darwin vous garantit littéralement qu'ils vont être capables d'aller vous chercher l'argent en subvention. Et si ça ne fonctionne pas, ils vont vous rembourser ou vous payer la différence. Donc, c'est sans risque. Allez les voir, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Ils font le travail pour vous pour aller vous chercher vos subventions et contrer ces fameux frais de douane. De retour à l'épisode en cours. Et comment tu arrives en tant qu'enfant, en tant qu'entrepreneur, à t'approprier un petit peu la prochaine phase de croissance? Et moi, c'est ça des fois que je trouve vraiment intéressant à essayer de décortiquer parce que tu le veuilles ou non, tu vas devoir et tu dois, pour s'assurer que l'entreprise fonctionne bien, suivre des directives, suivre des fondations qui ont été établies par l'administration précédente, par les fondateurs précédents. Mais à un certain moment donné, tu as un rôle en tant que dirigeant de dicter une certaine vision. Bien entendu, tu t'entoures, mais souvent, c'est toi qui vas prendre la décision finale. Comment on s'approprie cette vision-là? Comment on s'approprie les prochaines étapes? Oui, exact. Mais c'est une très bonne question parce que effectivement, moi, j'ai appris à gérer, en fait, dans des contextes assez particuliers. Là. Bon, crise financière, on se remet de ça, COVID, tarifs. Bon, je pense que les éléments perturbateurs sont de plus en plus intenses et de plus en plus fréquents. Sont pas tous pareils. Ou en tout cas, c'est ce que mon père me dit là, que dans les années 80, début des années 80, c'était pas aussi fréquent. Les éléments perturbateurs n'étaient pas aussi fréquents ou pas aussi rapprochés. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, étant une entreprise familiale et puis pour faire évoluer les acquis, alors mon but, c'est de moderniser, de faire avancer sans perdre les acquis parce qu'il y a quand même une base solide qui a été bâtie depuis 1973, c'est de faire évoluer ça, puis avec un élément de pérennité. Pour nous, c'est très, très important pour la famille. L'élément de pérennité est super important. C'est un engagement, une responsabilité qu'on a envers nos clients, nos employés, nos partenaires, nos fournisseurs. On ne veut pas la vendre, la business, là. Non, c'est ça. Alors, c'est une entreprise familiale qui est détenue à 100% par les membres de la famille, ce qui nous permet des fois de pouvoir avoir une vision un peu plus à long terme, de ne pas toujours chercher le retour rapide ou dans le court terme.
je dirais que ça, c'est un élément important. On cherche une croissance saine. J'ai peut-être vu des choses qui, des fois, je me dis, OK, une croissance à tout prix, pour l'instant, c'est pas pour nous. Mais une croissance saine, par contre, que ça soit dans le sport ou en affaires, le statu quo, c'est pas l'idéal. C'est ce que je recherche. On a des belles pistes. Donc, effectivement, oui, il y a le web qui prend beaucoup, beaucoup d'importance, qui a une belle croissance. Nos magasins, renforcer l'image de marque, se faire connaître auprès de la nouvelle génération. Ça aussi, c'est un défi, puis c'est une piste de croissance parce que nos clients sont hyper fidèles, ont été très, très fidèles. Mais la plus jeune génération ne nous connaît pas autant. Il y a l'image de marque est toute à se faire, faut la faire connaître. On a aussi une division d'uniformes corporatifs qui est moins connue, donc du B2B, donc où on vend des uniformes corporatifs à des entreprises dans un service clé en main. Alors, on a des belles pistes de croissance, puis on y va avec une croissance saine quand tu regardes des opportunités. J'y vais beaucoup avec oui, l'analyse des chiffres. On a beaucoup de données, donc ça nous aide. Il y a une partie chiffre, il y a une partie analyse, mais il y a aussi une partie intuition, puis gut feeling, comme on dit. Là. L'intuition n'est pas négligeable non plus. Mais on vise toujours, il faut que ça remplisse 2 critères, là, la pérennité puis une croissance saine. Une croissance saine. Et est-ce que tu peux m'aider à décortiquer qu'est-ce qu'une croissance saine? Parce que ça peut varier beaucoup d'une organisation à l'autre. Des fois, c'est de s'assurer de croître, hein, parce que tout être humain ou être une entreprise, ou peu importe, a besoin de croître, hein, parce que si on ne croît pas ultimement, malheureusement, on va faire de la décroissance. Et la décroissance, c'est le premier pas vers des enjeux un petit peu plus colossaux. Donc, on veut faire de la croissance, mais une croissance saine, à quoi ça ressemble? En fait, pour nous, ce que ça veut dire, je ramène encore là, notre structure où on est une entreprise familiale détenue par les membres de la famille. On n'a pas de financiers de financiers externes. On n'a pas de fonds qui nous supportent. Oui, il peut y avoir peut-être des marges de crédit pour les opérations, mais on va être capable, en fait, de financer notre croissance. C'est sûr qu'on peut s'endetter là, à un certain point, mais il faut que le ratio ne dépasse pas la limite d'un confort, là, de notre zone de confort. Puis j'imagine que ce ratio-là est différent dans toutes les entreprises. Je me souviens d'avoir pris un cours en entreprise familiale à l'INSEAD, justement, puis on nous disait que les entreprises familiales ont tendance à être un peu moins chaud à l'idée de trop s'endetter, qui est probablement vrai. En fait, je suis sûre que c'est vrai. C'était quand même supporté par des chiffres, mais c'est vrai dans notre réalité aussi. Alors, on veut quand même... on s'autofinance principalement. Alors, on veut... c'est pour ça, quand je dis une croissance saine, c'est pas toujours une croissance hyper accélérée parce que le fond, on supporte notre propre croissance. Mm-hmm. On va être capable de littéralement financer chacune des actions qu'on fait. Et quand on est une organisation qui, littéralement, ça va faire, si mon calcul est bon, 52 ans en 2025 que vous êtes en affaires, Exact. À quel point une croissance organique dans un contexte où est-ce que vous êtes est encore une avenue viable pour faire de la croissance saine? Et je m'explique ici, très souvent, les organisations, quand ils atteignent un certain seuil de croissance, on veut continuer à en faire, mais bon, les opportunités, si on reste dans un marché local, malgré que vous êtes quand même dans certains endroits au Canada, mais vous êtes très, très, très au Québec tout de même, les opportunités sont un peu moins importantes. Et ça intègre souvent à ce moment-là des réflexions sur la croissance davantage stratégique au niveau de l'acquisition, peut-être même sur de l'ouverture de nouvelles succursales. Comment cet élément-là s'intègre dans vos réflexions à l'interne? C'est sûr qu'avec la pandémie, on a dû réduire un peu le nombre de magasins qu'on avait. On était à travers le Canada avant la pandémie. C'est sûr qu'avec la pandémie, il y a certains marchés dans lesquels on était, notamment les centres-villes, qui ont été énormément affectés. Alors, c'est sûr qu'on a dû prendre un peu un pas de recul dans les magasins parce qu'en fait, on se retrouvait avec des magasins qui avaient des loyers, des ratios de loyer sur vente qui faisaient plus de sens. Alors, c'est sûr qu'on a dû prendre un pas de recul. Quand je dis un pas de recul, c'est qu'on a dû fermer certains magasins pour pouvoir mieux repartir après.
Alors, en fait, oui, la croissance, ça peut se faire organique, par acquisition. On n'exclut aucune piste. Mais c'est sûr que suite à la pandémie, on a pris un pas de recul pour pouvoir mieux avancer. Donc là, on est dans cette période-là. Donc, tu en as parlé un petit peu plus tôt, Lily, brièvement, du volet des tarifs. On enregistre le podcast au début d'avril, le 2 avril 2025 maintenant, donc beaucoup d'annonces ont été faites. Comment s'installe un peu cette... Est-ce que du moins les tarifs et la guerre commerciale par proxy un petit peu qui commence à s'installer vient changer les plans stratégiques pour Tristan dans l'année qui vient, dans les années qui suivront? C'est sûr qu'on ne peut pas juste, évidemment, l'ignorer. Ceci dit, moi, il y a 3 mots qui me guident depuis que je suis toute petite et qui m'ont beaucoup servi dans toutes les crises qu'on a traversées et que j'applique au quotidien. Et c'est calme, droit et en avant. Alors, peu importe, on dirait, le bruit qui est autour de moi, j'essaie de me recentrer, de me refocusser pour être capable de voir les opportunités quand il y a des crises, quand on traverse de telles crises. Calme, droit et en avant, je peux peut-être l'expliquer un peu. Bien sûr. C'est quand j'étais toute jeune, j'ai commencé à faire beaucoup de compétitions d'équitation dans le saut d'obstacles. Et mon entraîneur, qui avait peut-être une approche que certains critiquaient, mais il y a une approche dans mon entraînement où il m'a toujours dit, tu ne deviendras pas bonne si tu montes des bons chevaux. Alors, il m'a toujours donné des chevaux plus difficiles. Puis un cheval, c'est gros, mais en même temps, c'est tellement sensible. Alors, c'est gros, c'est fort, mais c'est très, très sensible. Alors, il me disait toujours calme, droit et en avant. La minute que tu as un stress, une inquiétude, un mouvement trop saccadé, le cheval le ressent et puis il réagit instantanément. Alors, calme, droit, il me répétait sans cesse calme, droit et en avant. Et puis, aujourd'hui, j'applique ça à chaque fois que je monte un cheval difficile. Donc, traverser une crise. De monter un cheval difficile, c'est comme traverser une crise. Donc, j'applique ça en fait, au quotidien, mais particulièrement quand on traverse des crises comme des pandémies ou des guerres économiques comme on traverse en ce moment. Il y a toujours des opportunités qui se présentent quand on traverse des crises. Puis si on n'est pas une ouverture d'esprit ou qu'on n'est pas assez calme, j'ai peur qu'on ne les voit pas. Absolument. Et est-ce que tu en vois en ce moment des opportunités? Parce qu'on pourrait dire argumentablement qu'avec le dollar canadien qui est beaucoup plus bas au moment où on se parle, ça a du bon et du moins bon. On peut devenir plus attractif pour certains et ça peut être plus complexe pour d'autres également. Est-ce que ça en fait partie un petit peu de ces opportunités? Nous, c'est sûr qu'on vend, pour l'instant, la proportion de nos ventes aux États-Unis, elle n'est pas assez importante pour qu'on puisse dire on dépense en US, mais donc ça nous coûte plus cher, mais on a des revenus qui compensent parce que le taux de change est en notre faveur de ce côté-là. Ceci dit, est-ce qu'il y a des opportunités? Je pense toujours, c'est sûr que c'est notre voisin du Sud. Donc, en termes de proximité, c'est peut-être souvent le premier auquel on pense. Mais il y a d'autres marchés que les États-Unis qui pourraient faire qui pourraient dans lequel je pense qu'on pourrait avoir des bons résultats. D'ailleurs, on a toujours eu un peu une saveur européenne dans notre goût, dans le choix de la qualité des tissus, le style. Alors, qui sait? C'est sur la table un peu? Tout est sur la table, toujours. On ne s'enlève pas d'options, c'est bon ça. Tu as parlé un petit peu plus tôt d'équitation, sport équestre. Donc, tu as fait des compétitions, tu as été à un très haut niveau et je suis toujours curieux un peu. Le sport et les affaires ont beaucoup de similitudes sur un paquet d'aspects, le volet de la compétition, le volet de la discipline, l'éthique de travail que tu dois avoir. Peu importe le sport dans lequel que tu vas compétitionner, tu peux pas tricher si tu veux vraiment performer au haut niveau. Et en affaires, tu peux pas tricher tellement non plus si tu veux performer au haut niveau. Avec du recul aujourd'hui, à quel point tu vois des similitudes entre les deux et à quel point également peut-être avec pardonne-moi l'anglicisme ici, mais le background que tu as dans le sport,
ça t'aide à être une meilleure dirigeante d'entreprise? Oui. En fait, je ne peux m'empêcher de faire des parallèles, de constamment faire des parallèles entre le monde du sport et le monde des affaires. Ça me vient naturellement. Souvent, là, le premier réflexe que j'ai quand je fais face à un défi, c'est qu'on dirait que je me vois sur un cheval. Puis, OK, qu'est-ce que je ferais là si j'étais sur ce cheval-là, avec ce défi-là? Puis, alors, ça devient... c'est instinctif pour moi. Là. Je fais constamment des parallèles. Effectivement, donc c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, le focus, la sensibilité en affaires, l'incertitude avec un cheval. Tu sais jamais ce qu'il va voir que tu n'auras pas vu. Et puis c'est ça qui déstabilise le cheval quand il voit quelque chose que toi, le cavalier, n'a pas vu. En affaires, c'est un petit peu comme ça. Il faut toujours avoir un peu un œil ouvert et savoir qu'il y a des choses dans le contexte qu'on n'aura pas pu ou qu'on n'aura pas vu venir. Je pense à plein de choses là où les chevaux, je pense au cheval, puis je me dis qu'est-ce que je ferais si j'étais sur un cheval qui réagissait comme ça. Mm. Ça en est presque drôle parce que souvent je fais référence aux chevaux. Puis même d'avoir développé aussi avec un cheval, il faut que tu développes un partenariat, un sentiment de confiance pour performer, qui n'est pas toujours facile. C'est la même chose avec les équipes. C'est pas un sport individuel. C'en est un, mais la réalité, c'est que c'est pas un sport individuel, l'équitation. Est un partenaire en qui tu dois avoir pleine confiance parce que c'est dangereux pour ta santé là, si Absolument. y a un accident. Alors, de comment faire confiance à ton équipier, comment combler là, les forces, les faiblesses de chacun, comment mener l'équipe au succès ou avoir des meilleurs résultats. Encore une fois, plein de parallèles avec les équipes dans l'entreprise. Intéressant. Et tu as parlé l'entreprise familiale, frères et sœurs qui sont intégrés. Comment ça se met en place, tout ça? Est-ce que c'était clair que ça allait être toi la dirigeante? Est-ce que les rôles ont été définis? Comment vous avez été capable de naviguer à travers tout ça? Encore une fois, ça s'est fait assez naturellement. On a la chance d'avoir des intérêts puis des forces différentes. C'est sûr que mon frère et ma sœur sont un petit peu plus jeunes, pas tant que ça, mais un petit peu plus jeunes. Donc, leur développement s'est fait graduellement, comme le mien. Mais les choses se sont placées de façon très, très naturelle. Puis, encore une fois, je pense qu'on a la chance d'avoir des intérêts communs, mais tous très différents. Donc, ma sœur est plus du côté créatif. Alors, elle est en charge des collections, du développement des collections, du design des collections de vêtements. Mon frère est beaucoup plus dans les technologies, les opérations. Donc, en même temps, moi, ça me donne des alliés, mais on a chacun nos forces et chacun nos intérêts. Donc, puis dans notre industrie ou dans notre entreprise, on est chanceux. Il y a assez de place pour nous tous. Puis, je sais que en fait, je pense que même ils ont appris l'intention de mes parents de me nommer présidente avant moi parce mes parents ont un peu sondé le terrain avec eux avant même de m'en parler ou avant même que ça devienne des discussions ouvertes entre nous pour voir leur niveau de confort ou leur niveau de confiance. Et puis, je pense que, alors vraisemblablement, ils étaient en ligne avec ce choix-là. Et toi, comment qu'on te l'a annoncé? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu l'avais vu venir? C'est sûr, ça faisait déjà plusieurs années que je travaillais très, très près de mon père, de ma mère, de mon père, parce que je reprenais un peu plus ses responsabilités que ceux de ma mère. Fait que c'est pour ça que je dis ça. Quel était le rôle, juste pour être certain, pour bien situer, parce que j'ai l'impression depuis tout à l'heure, tu parles beaucoup de ton père, peut-être plus comme l'entrepreneur et peut-être ta mère était davantage sur le produit. Comment? Mais c'est ça, exactement. Donc, ma mère était en charge en fait, elle s'occupait du développement des collections, donc le produit. Ouais. Donc, la production, le développement de produits, le design. Et puis, mon père était dans plus la gestion, les opérations, les finances. Ouais.
Donc, mais ça faisait déjà plusieurs années que je côtoyais mon père. Puis graduellement, on crée notre propre crédibilité ou notre propre parcours. Et puis, en fait, les choses se faisaient naturellement. Je prenais les dossiers. Les gens venaient directement vers moi pour régler un dossier ou pour... donc, ça s'est fait assez... donc, c'est pas quelque chose qui est arrivé du jour au lendemain. Ça s'est fait de manière graduelle. Et oui, donc, quand on te l'a dit, tu l'avais vu venir. Oui. Parce que en fait, pour moi, à part ce qui est écrit sur ma carte d'affaires, au final, ça ne changeait pas grand-chose. Et comment tu vois Tristan pour la suite, pour les prochaines années? Là, tu nous dis que vous êtes un petit peu en période un peu vous avez pris un pas de recul avec la COVID pour repartir, j'imagine, avec 2 pas par en avant. Là, vous en êtes où un petit peu dans ce développement-là et comment vous voyez les prochaines années? Alors, on ne prend jamais rien pour acquis, mais oui, effectivement, avec les étapes qu'on a traversées, on en est ressorti plus fort, avec beaucoup, beaucoup d'apprentissage, avec une vision différente. Alors, on y va vraiment de façon réfléchie, mais en même temps, il faut quand même retrouver, il faut faire confiance à notre instinct. Donc, on est vraiment dans cette phase-là. Mais là, on peut se permettre de rêver, on peut se permettre, parce on a pu, dans les dernières années, depuis la pandémie, se reconcentrer sur nos opérations à la base. Là, on est nos clients, nos magasins. Alors, le focus est un petit peu plus facile là, depuis. De garder le focus, c'est un petit peu plus facile parce que vu le bruit qu'il y avait pendant la pandémie là, autour de nous, mais c'est encourageant, oui. Absolument. Avec un peu de recul, si tu avais des conseils à donner à Lily Fortin qui reprend l'entreprise en 2017, 8 ans plus tard, est-ce qu'il y a des choses que tu lui dirais de faire différemment? Est-ce qu'il y aurait des leçons, des apprentissages que tu lui dirais? Fais attention à ça, réagis de cette manière-là quand cette situation arrive? Je ne vais pas dire échec, mais chaque défi qu'on réussit ou pas, on en ressort gagnant. Alors, je voudrais même pas me donner trop de conseils avant de le vivre parce que c'est en le vivant qu'on apprend puis qu'on en ressort transformé puis grandi. Je dirais peut-être le seul truc, hésite pas à bien t'entourer. Ça, je pense que ce serait peut-être pas juste moi qui donnerais ça comme feedback après le vécu. Moi, des fois, j'avais tendance à dire, non, je suis capable de le faire, je vais le faire. Mais fait que c'est bon parce que tu apprends tous les aspects de l'entreprise. Mais veux pas, ça prend du temps puis de l'énergie pour qu'on pourrait mettre dans les réflexions puis dans des pensées qui sont un petit peu plus profondes que l'opération. Mm-hmm. Intéressant. Lily, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Ça a été très intéressant d'en savoir un petit peu plus sur la belle histoire familiale de Tristan qui est parti avec tes parents, qui aujourd'hui tu diriges avec, bien entendu, à tes côtés, ton frère et ta sœur. Meilleur endroit pour peut-être aller se procurer un petit veston. On envoie les gens sur votre site Internet, c'est ça? Absolument, ou en magasin, peu importe. Ouais. On s'efforce d'offrir une expérience de qualité, peu importe le canal, oui. On veut que les gens reportent des vestons un peu plus. Là. C'est important. Là. C'est pas à cause qu'on travaille de chez soi qu'il faut pas se mettre des vestons. Là. Ah ben non, ça change. Moi, quand je me sens bien dans mes vêtements, il me semble que mes rencontres vont mieux. Ça donne une confiance, absolument. Comment c'est quoi l'expression, là? L'habit fait le moine. L'habit fait le moine. L'habit fait le moine un peu. Non, c'est ton frère. Non, c'est pas vrai, c'est quoi? Mais ça aide. Ça donne confiance. Ouais, quand tu as un veston sur toi, c'est un petit peu comme une cape de Superman. Là. Ça aide pour des rencontres, ça donne plus confiance. Là. Ah oui, exactement. Absolument. Oui. Fantastique. Ben, écoute, on mettra des liens dans les notes de l'épisode. Lily, merci beaucoup d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Très intéressante, très fascinante ton histoire. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast